Et si vous écoutiez Somnifère confortablement installé sur un oreiller à mémoire de forme pour encore plus de relaxation. Merci lesoreillerpaul.fr de soutenir ce podcast. Plus d'infos et un code promo en description de cet épisode. Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifairelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 10 janvier et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'Yvon Le Goaz, un vieil homme qui tente de départager les qualités de ses enfants afin de savoir lequel d'entre eux touchera son héritage. C'est une nouvelle d'Émile Bergera intitulée L'héritage d'Yvon Le Goaz. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, fermez les yeux. S'il fait un peu frais, couvrez-vous jusqu'aux épaules. Et lorsque vous êtes prêt, prenez une grande inspiration par le nez et laissez tout le stress de votre journée s'échapper à l'expire. À nouveau, une grande inspiration par le nez, gonflez le ventre à l'inspire et expirez par la bouche. Prenez un moment pour scanner votre corps de haut en bas et relâchez toutes les tensions, en particulier au niveau de votre dos et de vos épaules qui s'enfoncent complètement dans le matelas. À présent, observez les appuis de votre corps contre le matelas, tout en concentrant votre attention sur votre respiration qui devient calme et sereine. Sentez votre poitrine se soulever à l'inspire et se baisser à l'expire. Portez maintenant votre attention sur les orteils de votre pied droit, alors que vos pieds et vos chevilles sont complètement relâchés. Sentez tes mains les masser un par un, délicatement. D'abord votre gros orteil droit, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. À présent, portez votre attention sur les orteils de votre pied gauche, alors que vos pieds et vos chevilles sont toujours relâchés. Et sentez des mains les masser un par un à leur tour, en douceur. D'abord votre gros orteil, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. Ces mains, qui peuvent être les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre, peut-être des mains d'homme ou alors des mains de femme, commencent à présent à vous masser la plante des pieds, de haut en bas, de bas en haut, puis de gauche à droite, en dessinant des petits cercles et en appliquant des pressions légères et agréables.
Profitez de ce massage pendant quelques instants et concentrez votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre dans vos narines et en ressort plus chaud à l'expiration. Les mains montent lentement au niveau de vos chevilles et de vos mollets et continuent de vous masser agréablement. Puis remontent lentement au niveau de vos cuisses et de vos hanches. Et vous sentez comme une douce chaleur vibrante vous envelopper. Quand vous êtes prêt, prenez une profonde inspiration par le nez, gonflez vos poumons et votre ventre simultanément et expirez toutes les tensions et les émotions indésirables. Alors que vous sentez votre corps s'enfoncer davantage dans le matelas. Les mains se situent maintenant à la base de votre colonne vertébrale et vous massent délicatement, vertèbre par vertèbre, avec bienveillance, alors que tous les muscles de votre dos se détendent. Les mains sont maintenant au niveau du haut de votre dos et s'attardent sur vos trapèzes, qui ont accumulé beaucoup de tension, en appliquant des pressions agréables, alors que la détente commence à irradier votre dos. Prenez un moment pour profiter de ce massage au niveau de vos trapèzes, tout en recentrant votre attention sur votre respiration, et notez comme c'est agréable. Les mains glissent à présent au niveau de vos épaules et de votre nuque. L'une vient se placer sur votre épaule gauche, l'autre sur votre épaule droite, et vous masse en même temps de haut en bas, puis de gauche à droite, puis en faisant des petits cercles. Gardez votre attention sur votre respiration, et si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les passer comme si vous n'en aviez rien à faire, comme si vous étiez un simple observateur, en les acceptant et en recentrant votre attention sur votre souffle. Les mains remontent le long de votre nuque jusqu'à votre cuir chevelu, qu'elles se mettent à masser doucement, alors que votre visage et votre mâchoire sont complètement relâchés. Respirez naturellement, à votre rythme, et observez simplement ce qui se passe. Observez vos sensations, notez votre état de calme mental, comme c'est agréable. Pendant quelques instants, ne faites rien d'autre que de concentrer votre attention sur votre respiration. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir.
Émile Bergerat, l'héritage d'Yvon Legoise. Il l'avait toujours dit, ce vieil Yvon Legoise, et invariablement. À ma mort, je laisserai mon bien au plus apte à le faire prospérer. Il pouvait d'ailleurs parler de la sorte, car ne s'étant jamais marié, il n'avait point d'enfant légitime, donc pas d'héritier direct. Tout dépendait donc de son testament. Ce testament était fait et prêt depuis longtemps déjà, car le jour où Yvon Legoise avait atteint la soixantaine, il l'avait dicté au notaire dans les formes requises par la loi, afin qu'il n'y eût erreur ni procès, et il l'avait signé d'avance. Tout y était énuméré, meubles, immeubles, terres, écus du bas de laine et le reste, jusqu'au brave couteau avec lequel il tranchait ses tartines à la miche, taillait ses rosiers et débourrait sa pipe. Seul y restait en blanc la place où écrire le nom du légataire universel. Le vieux paysan passait pour être fort riche, et loin de s'en défendre, il se vantait volontiers de cet avantage, ce qui est assez rare dans les campagnes, et en Bretagne plus qu'ailleurs. Au moindre doute sur ce sujet, il s'en allait chercher son testament dans le bahut où il le serrait sous son linge, et il vous lisait des passages. Un champ de 60 hectares, 2 fermes louées à bail sur 25 années, une maison bourgeoise sise à Dinan dans la Haute-Ville, le moulin dit de la Jeannée, et ainsi de suite. Puis là-dessus, un petit hoquet de gorge qui était son rire propre de philosophe. À qui cette fortune devait-elle échoir? On ne savait, car 8 jours avant son décès, la place du nom était encore en blanc. Et le fait est incontestable. Si Legoise ne s'était jamais marié, c'est, disait-on, qu'il avait, en son jeune temps, perdu sa bonne fiancée et lui avait juré au lit de mort de rester toujours veuve d'elle. Mais fidèle à son serment, il avait fait comme tout le monde et ramené chez lui après la danse les belles filles peu farouches que le plaisir étourdit et désarme les soirs d'assemblée. Chez nous, elles y vont bon jeu, bon argent et ne cherchent pas à frustrer l'amour de ses conséquences. Aussi est-ce ici le pays des nourrices. C'est à ce sujet que le vieux observait un jour si drôlement. Si le sang vient du lait qu'on tète, il n'y a quasiment point de petits bourgeois des villes qui ne soient à demi bâtards, puisqu'ils l'ont du sein de la mère laitière. Or ces bâtards à lui ne l'étaient pas qu'admis, ils l'étaient des pieds à la tête et comme ceux du roi de France. Il en alignait 3 devant les sourcils un peu froncés du bon Dieu, mais comme ils étaient dûment baptisés face au diable, on ne parlait plus de leur irrégularité d'origine, passée là-haut au compte de profits et pertes. D'ailleurs, Legoise les avait tout de suite pris à sa charge. Il les avait élevés, nourris, vêtus, tandis que de leur mère naturelle, 2 s'étaient bellement mariés et constituaient famille ailleurs. L'aîné Mathieu avait 30 ans. Il était le plus solide, le mieux trempé, laborieux à souhait, un vrai Legoise, s'il eût eu le droit de l'être. Pour la vertu de parcimonie, il en remonterait à son auteur même, un rude paysan celte, selon le type immémorial au front carré. « Je ne sais pas, disait de lui Yvon, si Mathieu augmentera mon bien, mais pour sûr, il n'en perdrait pas une motte de terre, voire une paille d'avoine. » Laurent, beaucoup plus dégourdi, futé même, reproduisait à mesure égale au moins la qualité paternelle de volonté, patiente, obstinée, temporisatrice. Il marchait vers sa 25e année. « C'est le petit au nez pointu que j'adopterai, » déclarait Legoise, si je pouvais le faire, équitablement, sans nuire aux autres. Laurent tiendrait tête dans un procès à tous ces messieurs de la justice, et il le ferait durer d'un règne à l'autre.
Enfin Madeleine, brune pâle, sorte de sirène nabote, aux cheveux de varech, aux yeux verts de mer, aux allures sèches et brusques, dures à tous, même aux bêtes, et dont la voix sifflait comme le vent d'est dans les cordages des barques. Elle, jamais on ne l'avait vue rire, entendue chanter ou surprise à se parer. Elle n'aimait rien ni personne. La terrible fille s'était peu à peu emparée de la direction des affaires familiales. Elle tenait les comptes, réglait les fermages, touchait les loyers et allait payer les impôts à la ville. On ne lui accordait aucune chance à l'héritage. Le père Legouaz voulait de la descendance et il savait que Madeleine n'était pas mariable. Qui donc s'exposerait à vivre avec une méchante, impatiente de tout joug, et dont les animaux même avaient peur? Non, bien sûr, ce n'était pas son nom qui remplirait la ligne blanche du testament. Un soir, à la soupe, Yvon Legouaz annonça sa mort prochaine, du reste très simplement. « J'ai 66 ans, leur dit-il, c'est l'âge où ceux de ma race s'en vont. » Sur la route, à la nuit tombante, il avait rencontré le fantôme de son propre père, une grande ombre blanche, assise sur les degrés du calvaire qui s'était levé à son approche et lui avait fait le signe du départ. Et il était rentré pour les préparatifs du voyage sans retour. Le repas terminé, il alla prendre le testament dans le coffre, l'étendit déplié sur la table, demanda l'encre et la plume et s'assit, la tête entre les mains. « Montez, vous couchez tous les trois, » ordonna-t-il. Puis resté seul sous la chandelle vacillante, le vieux ouvrit en lui-même le grand débat définitif de sa succession. « Je laisserai mon bien, avait-il dit et redit, au plus apte à le faire prospérer. Mathieu, Laurent ou Madeleine? De Mathieu, un acte l'avait beaucoup frappé car il témoignait d'un esprit d'ordre et d'économie d'autant plus extraordinaire qu'il venait d'un enfant et révélait ainsi une vertu ethnique fondamentale. Un jour que l'on battait au fléau selon l'usage, sur des draps dans le gazon, une récolte de petits pois surabondante, bon seulement pour la graine, le petit bâtard à peine âgé de 9 ans avait voulu, quoique la besogne fût finie, rester sur le champ de battage. Et jusqu'à la chute du jour, il avait glané les pois épars dans l'herbe, les recueillant un à un, comme des pépites d'or au creux de sa blouse. Et le matin, on avait bien encore rapporté un demi-sac à la grange. Cette patience ne s'était jamais démentie et Mathieu ramassait encore les petits pois perdus en toutes choses. Il est vrai qu'il y avait à l'acquis de Laurent un trait de caractère non moins explicite et qui le brevetait d'une énergie doublée de malice, tel qu'Yvon lui rendait les armes et s'en avouait lui-même incapable. Une fois que 2 jeunes chats joueurs avaient si inextricablement mêlé les bobines de fil de la corbeille de Madeleine que sa chambre en était tendue comme une toile d'araignée, il s'était fait fort d'en dévider l'embrouillamini et de rebobiner les pelotes sans que la filière en fût rompue. Il y avait employé 4 jours, et nouveau taisé, il était sorti vainqueur du labyrinthe. De telle sorte que le testateur hésitait au choix de ces 2 héritiers également dignes d'hériter. Il allait se mettre au lit, très las de cette perplexité, lorsque Madeleine, une lampe à la main, rentra. Elle avait ses carnets de comptes, plus une liasse de papier imprimé et affranchi du timbre qu'elle jeta brusquement sur la table. « Voici les quittances, fit-elle. »« Quelle quittance ?»« Celle de vos loyers, maison de rapport et fermage. »« Pourquoi me les apportes-tu à cette heure de la nuit ?»« Parce que vous allez mourir. » Et le mot fut dit sur le ton net d'une constatation d'évidence, avec le léger haussement d'épaules, qui est le geste du « À quoi pensez-vous donc ?» des gens pratiques qui n'aiment pas à perdre de temps. « Comme tu y vas, Octale vieillard. »
Est-ce pour le lever du soleil? On ne sait pas. Vous avez vu le fantôme à la croix du tertre, il faut parer à tout événement. Explique-toi, ma fille. Eh bien, dans 3 jours, c'est le terme de la maison de Dinan. Il faut donc que j'y aille porter les quittances de loyer aux locataires. Oui. Et en revenant, celle aussi des fermages. Oui, et puis? Eh bien, elles ne sont pas signées. Non. Donc signez-les. D'avance? Oui, naturellement. Elle les aligna devant lui, paisible. Le Gouaze, la bouche bée et les yeux clignants, regarda longuement ce monstre sorti de ses flancs et doté d'une partie de son âme. Mathieu, c'était son avarice, Laurent, sa ruse patiente, Madeleine, sa prévoyance. Et quelle prévoyance, celle-là, une pour laquelle ne sonnait point d'heure et que n'aveuglait même pas la mort d'un père. Laisse-moi les quittances, fit-il, tu les trouveras en règle dans le coffre. Et à présent, va dormir. Et étrangement remué de tout son corps, il la rappela. Madeleine, embrasse-moi, veux-tu? Elle s'y prit de son mieux en n'ayant pas l'usage, et du seuil, elle lui siffla de sa voix de courant d'air. Adieu, monsieur le Gouaze. Ce fut ainsi qu'elle hérita, car le surlendemain, après une agonie calme et une mort heureuse, Yvon mourut en sa 66e année. Sans doute, il a rejoint la bonne fiancée dont il était fidèlement resté veuf sur la terre. Mais toujours est-il que toutes les quittances étaient signées et que le nom de Madeleine remplissait la place blanche du testament. Bonne nuit. Bonne nuit.